La nuit des contes présente Les Voyageuses, un conte de François-Augustin Paradis de Moncrief. Une fée avait 3 nièces. L'aînée était belle, la seconde jolie et la troisième laide. La belle était si contente, si glorieuse de l'être, qu'elle n'était, qu'elle ne voulait être que cela. Elle n'imaginait point d'autre avantage dans le monde. Si elle marchait, sa contenance semblait vous dire « Voyez comment la beauté se promène ». Devenait-elle rêveuse? La voyait-on s'endormir, s'éveiller? C'était en attitude de belle personne. Quand vous l'entreteniez des choses qui la regardaient le moins, elle vous répondait comme si vous lui aviez donné des louanges. On lui aurait raconté la mort du grand Pan ou l'entreprise des Argonautes, elle aurait cru que c'était une allégorie sur ses charmes. La jolie, vive naturellement, fort piquante et supérieurement coquette, voulait que tout fût occupé d'elle jusqu'aux femmes. Car il fallait, pour être heureuse, se voir l'unique objet de leur jalousie, de leur plainte, de leur aigreur, comme celui de l'empressement, des soins, des inquiétudes, des préférences de tous les hommes. On ne cessait presque de parler, afin que les autres femmes n'eussent pas le temps de montrer de l'esprit. Et quand on ne se sentait pas ce fond d'enjouement qui donne si bien l'air de la première jeunesse, on y suppléait en prenant l'air de l'étourderie. Il fallait voir encore comment on affectait de paraître sensible aux amusements, afin de laisser imaginer que si on se permettait des passions, on les aurait extrêmement vives. Elle tirait même parti de sa mauvaise humeur, car elle en avait. Elle en montrait aussi sans en avoir, et alors elle devenait moqueuse. Ainsi c'était être toujours le personnage qui attirait l'attention de toute l'assemblée. Enfin, pour achever le portrait, sensible uniquement par vanité, indifférente dans le cœur, elle n'exigeait ni de l'amitié, ni n'en voulait rendre. Aussi n'en avait-elle jamais inspiré. La laide l'était effectivement, mais d'une laideur qui ne ressemblait point à toutes celles qu'on reconnaît alors assez communément dans le monde. Quand on regardait ses traits en détail, il n'y en avait pas un seul qui ne déplût. À les voir ensemble, c'était de moment en moment une physionomie nouvelle, toujours singulière, toujours agréable. On jugeait que cette variété venait de beaucoup d'imagination, et que cette imagination devait être charmante. Elle l'était aussi. La gaieté, la douceur, la finesse, et surtout cela, ce naturel qui ne prétend à rien, et qui fait tout valoir, voilà à la fois son esprit et son visage, car comme je l'ai dit, l'un était toujours l'âme de l'autre. Ajoutez qu'elle avait les plus belles dents du monde, et que le reste de sa figure était fort bien, voilà toute la personne. J'oubliais ce qui peut servir le mieux à faire connaître son caractère. Elle savait qu'elle était laide, et ne se doutait pas qu'elle eût de quoi le faire oublier. Leur tante, qui n'avait employé son art qu'à se perfectionner la raison, qu'elle regardait comme le premier de tous les dons, aurait bien voulu pouvoir en faire part à ses nièces. Elle quittait souvent le pays des fées pour venir vivre avec elles. « Il est temps que vous choisissiez un état, leur dit-elle un jour. Si vous étiez mes filles, vous seriez fait comme moi. Mais à mes nièces, je ne puis donner de ma féerie que quelques secours pour leur faire un grand établissement. Voyons d'abord quelle figure vous voulez avoir, car il dépend de moi de changer la vôtre. » L'aînée répondit à cette proposition avec un air de dédain. « Ne perdez point à cela l'excellence de votre art, ma tante, rien ne presse. Je me consulterai, dit la seconde avec un sourire lorgneur qui marquait une satisfaction de soi-même la plus orgueilleuse et la mieux enracinée. Pour moi, dit la troisième, je ne pourrais que gagner à un changement. Tenez, ma tante, que je prenne la figure sous laquelle je vous inspirerai le plus d'amitié pour moi. Et la fée de l'embrasser. Mademoiselle n'imagine donc pas de modèle sur laquelle ma tante put la former, ajouta l'aînée, comme par bonté pour cette pauvre cadette. Vous pouvez vous flatter, ma tante, continua la seconde, qui avait pris de l'humeur de ce que la belle avait été embrassée, que son changement, quel qu'il soit, fera beaucoup d'honneur à votre art. Il me vient une autre idée, dit la fée. Si nous allions voyager dans quelques royaumes étrangers, vous sauriez ce qu'on penserait du mérite que vous avez actuellement, vous connaîtriez aussi les différentes conditions où l'on peut vivre heureux, et vous vous décideriez ensuite. Le projet fut unanimement approuvé. La fée trouva convenable que dans le voyage,
elles passassent pour nièces de fées. C'était le moyen d'être partout fort bien reçues. Il faudra aussi, ajoutèrent les deux aînées, afin que tout soit dans la bonne foi, que nous gardions notre nom ordinaire, c'est-à-dire la belle, la jolie, la laide. Vous savez qu'on nous appelle ainsi depuis le berceau. La fée y consentit, et pour n'être point accablée de toutes les demandes ridicules qu'on viendrait lui faire, si elle s'annonçait comme fée, elle voulut ne paraître que la gouvernante de ses nièces. On part, et pendant le voyage, dès qu'on était dans une petite ville, les deux aînés ne manquaient pas de répéter 100 fois à propos de rien. « Mais que fait la laide ? Écoutez, ma tante, ce que dit la laide. » On prétend même qu'elle portait dans une petite cage de satin, dont les barreaux étaient de peluche, une petite perruche à voix aigre et perçante qui répétait 100 fois dans une heure « La laide, la laide, la laide !» Et c'était elle qui l'avait instruite. Il est certain du moins que depuis qu'on avait donné à leur sœur, étant encore au berceau, le triste nom de laide, elle seule le lui avait fidèlement conservé. Tous ceux qui l'environnaient en avaient chacun imaginé un autre. L'un l'appelait Zinzime, ce qui, en langage de fée, veut dire « mieux que belle ». D'autres Claride, c'est-à-dire « qui ne l'aimerait ?» et ainsi de quantité d'autres noms. Si elle n'en avait eu qu'un déterminé, elle y aurait perdu, quelque beau qu'il eût été. Il est vrai qu'on ne prononçait ceci que tout bas devant ses sœurs, de peur de les mettre en colère, et qu'elle-même ne voulait pas les entendre. Mais l'appeler, comme par méprise, d'un de ses noms, c'était lui dire une chose obligeante, et on profitait de toutes les occasions de se méprendre. Car comme on craignait, parce qu'elle était extrêmement modeste, qu'elle ne se crût du genre de laideur que ses sœurs lui reprochaient si volontiers, on s'appliquait à lui persuader le contraire, et cela parce qu'elle cherchait à être aimée. Leur premier séjour fut à la cour d'Assyrie. C'était une cour brillante, nombreuse, où les hommes étaient à la fois sensés et aimables, où les femmes étaient charmantes et vivaient ensemble sans se haïr, parce qu'elles n'avaient que le cœur sensible et que leur amour-propre ne se blessait jamais mal à propos. Ce n'était pas qu'il n'y eût aussi des femmes vaines, aigres, méprisantes, des hommes confiants, frivoles, indiscrets, mais c'était une minorité, et cela fait une nation bien raisonnable. La belle y fut d'abord admirée, la jolie y fut suivie, la laide, j'aime mieux dire la troisième, resta d'abord assez ignorée, parce qu'on s'occupait des deux autres. Bientôt, l'aînée fut trouvée trop froide, trop vaine dans la société, et regardant trop en pitié tout ce qui n'était pas la beauté, c'est-à-dire tout autre que la sienne. Bientôt, la voilà négligée, abandonnée, et à quelques vieux seigneurs près, qui n'avaient conservé de leur jeune âge qu'une parfaite et ennuyeuse admiration pour les belles, elle ne se trouva plus d'adorateurs. Et comme elle avait méprisé toutes les femmes, celles qui s'en étaient formalisées, parce qu'elles n'avaient pas assez d'esprit pour en rire, s'en trouvèrent encore plus qu'il n'en fallait pour lui donner des ridicules. La seconde, qui avait d'abord attiré ce petit nombre d'hommes dont j'ai parlé, fut enfin avertie par la fée qu'ils avaient l'air trop libres avec elle, qu'ils faisaient de mauvaises histoires sur son compte, que de certaines femmes prenaient grand soin d'accréditer, et que les gens sensés à qui elle ne s'était point souciée de plaire se contentaient de ne point écouter, sans chercher à les détruire, et qu'enfin elle n'avait nulle considération. Cela la toucha assez, mais ce qui fit bien plus d'effet, c'est qu'elle se vit bientôt négligée par les hommes les plus estimés et les plus aimables. La voir, la suivre, la trouver très coquette et l'oublier, ne fut pour eux que l'ouvrage de peu de jours. Notre troisième avait enfin été remarquée. On avait commencé par s'apercevoir qu'elle avait beaucoup d'esprit. On se demanda bientôt, on examina si effectivement qu'elle était laide, et la fin de ce doute fut de la trouver extrêmement aimable. Et comment ne pas convenir de son esprit ? Elle en trouvait si volontiers aux autres, et se plaisait à démêler dans toutes les femmes ce qui était à leur avantage, comme une autre aurait cherché à les voir en ridicule. Ainsi, on lui donnait sa confiance, on voulait son amitié, on aimait à la faire valoir. Mais il fallut partir. Ses deux sœurs s'ennuyaient de cette cour. Elles voulaient absolument aller dans quelque autre qui fût tout à fait différente.
La fée les transporta dans un pays fort éloigné. Elles arrivèrent au milieu d'une grande ville, où l'on ne voyait que des palais, et dont les habitants, d'une stature noble et élevée, étaient habillés de gazes brodés, de petits coquillages, qui représentaient au naturel des fleurs, des arbustes, des oiseaux, et ce qui était plus singulier encore, ces mêmes habitants avaient le teint couleur d'aventurine, avec des yeux d'un bleu de saphir et très brillants, des lèvres extrêmement grosses de la même couleur que les yeux, et des dents de nacre les plus jolies du monde. Cette bizarrerie ne choqua point les deux aînés. Elles pensèrent qu'il serait flatteur d'être admirées par des yeux couleur de saphir, et de tourner la cervelle à ces hommes extraordinaires. Pour la cadette, elle était fort étonnée, et tâchait de s'accoutumer à ces figures surprenantes, afin de n'être point haïe des gens avec qui elle allait vivre. Ses sœurs furent bien trompées dans leurs espérances. Comme la beauté est une affaire d'opinion, on ne les regarda jamais qu'avec une surprise qui ne supposait aucun plaisir à les voir. Elles n'eurent point d'autre succès. Pour comble de dégoût, elles apprirent qu'on ne les appelait que du nom qu'elles donnaient avec tant de plaisir à leur cadette. Mais voilà bien pis encore. Étant toutes trois à une fête, où les filles du roi formaient une danse plus singulière que difficile, et que les deux aînées ne regardèrent qu'avec dédain, car elles ne pouvaient pas souffrir de voir briller les autres, la troisième se mit au rang des danseuses qu'elle avait beaucoup applaudies. Et comme elle avait acquis bien des talents, croyant en avoir besoin, elle saisit si bien le caractère de leur danse, on lui sut si bon gré de se prêter avec tant de grâce à des amusements étrangers pour elle, qu'elle fut applaudie à l'excès. Le roi, les dames, les courtisans ne cessaient de dire « Quel dommage qu'elle n'ait pas un teint couleur d'aventurine et de belles grosses lèvres bleues !» Ces deux sœurs entendirent sans doute mot pour mot toutes les louanges qu'on lui donna, quoique dans une langue étrangère, car le dépit dans les femmes est si pénétrant. Enfin, elles pensèrent en mourir de jalousie. Le bal fini, ce fut une persécution pour partir, à laquelle il fallut que la tante cédât. À peine eut-elle le temps de prendre congé du roi, de la reine et des princesses, à qui elle donna cependant un secret pour se bouffir considérablement les lèvres au jour de cérémonie. L'importance de ce présent la fit reconnaître pour fée, et elle se vit investir par un concours prodigieux de peuple. Mais elle était déjà dans son char, et elle disparut, au grand contentement des deux aînés qui maudissaient un pays où l'on n'applaudissait que leurs cadettes. Je ne sais pas comment j'ai oublié jusqu'ici d'expliquer pourquoi ces deux aînés étaient en si bonne intelligence. Il n'est pas facile de le deviner, cela va cependant paraître assez simple. La jolie disait à tout moment à l'aînée qu'elle était prodigieusement belle. La belle disait à celle-ci qu'elle était excessivement jolie, et chacune, parce qu'elle pensait ne prononcer qu'un mot qui n'exprimait rien, et se moquer de sa sœur, à proportion du plaisir qu'elle lui causait par cette louange chimérique. Mais comment se pardonnaient-elles leur conquête, puisque l'une et l'autre voulaient sans doute être seules aimables? Cette objection est plus embarrassante, mais voici comment cette concurrence s'arrangeait dans leur tête. La belle croyait que sa sœur n'avait de soupirants que ceux qui ne se sentaient qu'un mérite commun, n'osaient se flatter d'être écoutés d'une belle personne, et la seconde disait « Ils seront bientôt excédés de la triste beauté de ma sœur, ils me reviendront ?» Ainsi, c'était le peu de bonne opinion que mutuellement l'une avait de l'autre, qui entretenait leur union. On ne saurait croire combien un mépris réciproque est souvent parmi quelques femmes une raison de convenance, et même le nœud d'une sorte d'amitié. À l'égard de leur haine commune pour la troisième, voici quelle en fut l'origine. Leur cadette ayant une âme douce, et s'appliquant à vaincre par de la déférence et par de l'amitié la répugnance que lui marquaient ses sœurs, profitait de toutes les occasions de faire leur éloge avec justice. Mais étant raisonnable et sincère, elle ne pouvait se déterminer à louer l'orgueil de l'une et la coquetterie de l'autre, et ne les pas applaudir à cet égard, c'était se montrer leur ennemi. Ajoutez que lorsque les deux aînées s'y attendaient le moins, elles virent cette sœur, condamnée dans leur esprit à ne jamais plaire, réussir souvent mieux qu'elles. On ne supporte point cela.
car qu'on ait prévu le succès que peut obtenir une autre femme, comme on a rassemblé par avance toutes les manières de l'envisager qui en diminueront le prix, on peut en être témoin sans se décontenancer. On le méprise peut-être au point qu'on le pardonne, mais quand il surprend, qu'on est réduit à le voir tel qu'il est, il n'y a courage d'esprit qui y tienne. Les voilà donc dans le char. « Où vous mènerai-je » leur dit la fée. « Vous savez sans doute à quoi vous en tenir sur votre figure. Voyageons à présent, afin de vous faire connaître le prix des différents états de la vie. Je vais pour commencer vous faire toutes 3 reines. » Alors, elle remua une chaîne de diamants qui gouvernait 4 phénix qu'elle avait attelés à son char. Ils hâtèrent leur vol et arrivèrent dans un pays charmant. On entra dans une ville superbe. Tous les grands de l'empire s'y trouvèrent rassemblés, et les 3 nièces placées sur un même trône furent toutes 3 reconnues souveraines. L'aînée, on ne l'aurait pas cru, trouva le moyen d'augmenter de fierté et de bonne opinion de son mérite. Le lendemain de son couronnement, elle emprunta la baguette de sa tante pour un coup d'état, disait-elle, et l'on ne devinerait pas quel usage elle en voulait faire. Il y avait proche de sa capitale une vaste plaine. Elle s'y promena d'un soleil à l'autre, et pour donner à ses sujets le plaisir de l'admirer, elle les transporta tout à coup dans cette plaine. Cet enlèvement pensa les faire mourir tous de frayeur. L'un, occupé dans son cabinet, se sentait emporté par la fenêtre, sans savoir à quoi attribuer cette merveille. L'autre, au moment de prononcer le serment qu'il allait unir à sa maîtresse, quittait malgré lui sa main et s'échappait avec rapidité du temple, au grand étonnement de l'épouse et de l'assemblée. Celui-ci, dont la santé était languissante, transporté dans son fauteuil, se trouvait dans les nues. On voyait voler les bataillons tout armés, et les personnages les plus graves traverser les airs en habits de cérémonie. Enfin, cet événement causa un trouble, un désordre général dans toute la nation, et chaque jour de son règne amena quelque autre folie dont sa beauté était la cause. On s'attend bien à voir la seconde, ne contraignant pas mieux son caractère. Aussi parut-il dans toute sa perfection. Il n'y eut bientôt plus à sa cour que des petits soins pour occupation, des fleurettes pour langage et des convoitises pour politesse. La fée se trouva forcée d'apprendre à l'aînée l'effet de sa ridicule présomption. À la seconde, le peu d'estime et de respect qu'on avait pour elle, et les avis sages, quand ils viennent d'une fée, ont cela de particulier, ils persuadent. Je ne veux pas dire cependant que les 2 nièces crurent avoir tort. Elles sentirent seulement la honte de leur situation, qu'elles trouvèrent injuste, et elles conclurent que le trône n'avait pas tant de charme qu'elles l'avaient pensé. La 3e reine parut effectivement l'être. Si le trône met les défauts dans un plus grand jour, il donne aussi plus d'occasion aux vertus de paraître. Zimzim, car la fée avait décidé qu'on ne l'appellerait plus la laide, mieux que belle, dis-je, eut donc lieu d'être contente de sa nouvelle condition. Elle avait des mœurs et de la dignité, elle fut respectée. Elle ne songeait qu'au moyen de faire le bien et d'être aimée. On l'adora. Sa cour devenait tous les jours plus nombreuse, et cela acheva de désespérer ses sœurs. Une nuit, tourmentées d'un dépit qui ne leur avait pas permis de fermer l'œil, elles allèrent trouver la fée, et la pressèrent de partir dans le même moment, aimant mieux toute autre condition que celle de régner. La fée, qui avait ses vues, répondit froidement. « Il est encore bien matin, mais j'y consens. » Elle alla éveiller Zimzim, l'habilla d'un seul coup de baguette, sans que rien manquât à son ajustement, répandit dans la ville quelques trésors, et l'on remonta encore dans le char, de quoi le faire oublier. « Eh bien, mes chères nièces, » cela s'adressait aux 2 aînées, « vous vous êtes ennuyées du trône ? Le rang qui en approche vous exposerait à peu près aux mêmes inconvénients, et dans les états successivement inférieurs, vous trouveriez de pareils sujets de mécontentement. Passons, croyez-moi, à une extrémité dont vous n'avez qu'une idée très imparfaite. Allons habiter quelque hameau. Je connais un endroit de l'Asie où, sous un ciel doux, des peuples simples et sociables vivent dans de belles campagnes, nulle ambition, peu de besoins, et un penchant inaltérable pour des plaisirs qui n'entraînent point de dégoût. Voilà leurs conditions.
J'aime beaucoup ce hameau, dit l'aînée. Je serais comblée de voir cette campagne, s'écria la seconde. À l'instant, elles se trouvèrent toutes trois, mises comme de simples villageoises, c'est-à-dire avec une coiffure et des habits qui, pour toute magnificence, avaient une simplicité agréable, l'air frais et d'une extrême propreté. L'aînée conçut que sous des dehors si peu brillants, on ne pouvait être remarqué, à moins qu'on ne fût la beauté même. La seconde ne douta pas que la singularité de cet ajustement ne dût servir à la rendre plus piquante. Pour Zimzim, elle fut bien aise de pouvoir connaître un peuple ingénu et dont les passions douces disposaient sans doute leur âme à l'amitié. Elles aperçurent alors cette campagne qu'elles désiraient. Elles arrivèrent dans une prairie, au milieu d'une fête purement champêtre. Le lieu, les habitants, tout rappelait l'idée de l'âge d'or. La belle, se voyant entourée d'une troupe considérable, leva avec un air de montée présomptueuse un voile qu'elle portait en voyage. Ces gens simples la regardèrent longtemps avec des yeux plus étonnés que satisfaits. Ils la trouvaient belle, mais ce n'était point comme cela qu'ils désiraient qu'on le fût. Elle ne parla à personne, dédaignant particulièrement les jeunes villageoises qui s'approchaient d'elle. Personne aussi ne lui parla, et comme elle ne recueillit aucune louange, la fête ne tarda guère à l'ennuyer. Pour la jolie, qui avait bien résolu de le paraître tout autant qu'elle le pourrait, elle y fit de son mieux. Mais ses agaceries furent peine perdue. Ces gens simples la virent avec les mêmes yeux qu'ils avaient regardé l'étalage de beauté de sa sœur. Ses mines lui parurent des grimaces, et les petits propos qu'elle leur adressa, des moqueries. Elle se mit enfin à danser avec eux, imitant à ce qu'elle croyait leur façon naïve, mais elle y ajoutait une légèreté forcée et des inflexions de corps affectées, qu'ils ne prirent jamais pour désagréments. Tout ce qui sortait d'une certaine simplicité n'allait point jusqu'à leur esprit. Ils la regardaient fixement et n'y trouvaient point de plaisir. C'était là tout ce qui se passait en eux. Elle s'en aperçut et dit à la fée que cette espèce-là était bien maussade, bien insupportable. Et Zimzim, qui avait abordé plusieurs de ces jeunes villageoises, avait trouvé jolie celle qu'il était. Elle se mêla dans leur jeu et y réussit à merveille. Si on lui donnait le prix, elle voulait qu'il fût partagé à toutes celles qu'il avait disputées avec elle. Ses caresses la faisaient aimer, même de celles qu'elle effaçait, et ce succès dura tout le temps qu'elle resta dans cette campagne. Les jeunes habitants qui disposaient encore de leur cœur passaient les jours à s'occuper d'elle. L'un d'eux particulièrement, qui de son côté se faisait distinguer de tous les autres, et que la fée embarrassait quand elle lui disait le mot de travestissement. Celui-là, Zimzim l'écoutait avec plaisir. Elle trouvait la vie pastorale très agréable, tandis que ses sœurs ne cessaient de répéter « Je l'ai en horreur, elle m'est odieuse !» Enfin, il fallut encore les emmener. Ce fut dans leur demeure ordinaire que la fée les transporta. « C'est une sotte chose que les voyages, » dit l'aînée. « On y périt d'ennui, » ajouta la seconde. « Dites plutôt, » répondit la fée, que nous n'aimons que les lieux où nous plaisons, et que les gens qui paraissent charmés de nous voir. Vous l'éprouverez. Ne songez qu'à ce qui nous flatte, sans s'occuper jamais de ce qui flatte les autres, est un moyen sûr de s'ennuyer bientôt partout, et de tout le monde. Je n'aime point à donner des leçons dures. J'ai espéré de vous corriger de vos défauts, en vous faisant essuyer des inconvénients qu'ils entraînent. Je vois que le mal est sans remède. Voici, dit-elle à l'aînée, l'état qui vous convient. À ces mots, elle la laissa au milieu d'un palais qui venait de s'élever, dont toutes les murailles lui représentaient son image. Elle avait le plaisir de s'y voir sans cesse, mais elle s'y vit vieillir de bonne heure. Elle eut des rides et ne put s'empêcher de les apercevoir. Ce fut là sa punition et l'origine des glaces. On ne croirait pas qu'elles auraient été inventées pour corriger l'amour-propre. La fée mena la seconde dans un autre palais. « Vous vivrez ici, lui dit-elle, vous y verrez sans cesse une foule d'hommes de toutes les nations, que vous pourrez attirer, mépriser, accueillir, gronder, apaiser. Mais ils s'évanouiront comme des ombres, dès que vous trouverez quelque satisfaction à les voir ou à les entendre. C'est à peu près ce que vous auriez éprouvé dans le monde,
La plupart des succès qui naissent de la coquetterie ne sont guère plus réels, et je vous épargne les ridicules et les dégoûts véritables qui y sont attachés. Car ces ombres, que vous verrez s'évanouir et renaître, ne prendront point un air de dissimulation, en se défendant d'avoir su vous plaire, et elles ne mettent point en chanson leur prétendue conquête. La fée demanda ensuite à Zimzim quel rang et quelle figure elle désirait avoir. « Vivre avec vous, répondit Zimzim, me paraît le sort le plus désirable. Mais puisque ce bonheur est réservé aux fées, laissez-moi d'abord ma laideur, elle m'épargne la jalousie des autres femmes, et me rappelle la nécessité où je suis de songer à me rendre supportable du moins par le caractère. À l'égard du rang dont je voudrais jouir, je l'ignore. J'avoue que j'aimerais à partager celui de ce jeune pasteur que j'ai vu dans cette heureuse campagne où vous m'avez conduite. Je l'ai soupçonné de cacher ce qu'il était. Mais ne fût-il qu'un simple habitant de ce même hameau, il me semble que je passerais avec lui une vie heureuse. » À peine elle achevait, qu'un prince charmant parut au milieu de sa cour. Zimzim reconnut celui dont elle venait de parler, qui se trouva fils d'un grand roi. Ils s'aimaient, ils s'épousèrent, ils s'aiment encore.